On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté. Le président Joe Biden, dont on n'entend pas beaucoup parler ces derniers jours, dirait-on, continue quand même à prendre des décisions et à faire certaines interventions assez importantes, j'aurais envie de vous dire, dans la vie politique américaine. L'une de ses dernières décisions, un des derniers messages qu'il a souhaité passer juste avant de quitter la Maison-Blanche, c'est qu'il a commué la sentence de 37 condamnés à mort un mois là, avant le retour à la Maison-Blanche de Donald Trump. Chacun des individus qui sont concernés par cette décision avait été condamné par la justice fédérale, distincte de la justice qui est propre aux États. C'est quand même intéressant. Au Canada, évidemment, on n'a pas de telles mesures. Hein? Ça fait pas si longtemps que ça. En 1976, la peine de mort a cessé d'être autorisée au pays. Mais aux États-Unis, selon les États et évidemment selon la Cour fédérale, il est toujours possible de condamner à mort. Et donc, ça fait en sorte qu'il y a actuellement aux États-Unis 2300 prisonniers présents dans ce qu'on appelle le couloir de la mort. Je vais en parler avec Luc La Liberté dans un instant, mais je voulais quand même faire un petit point là, sur cette nouvelle, en fait. Ce sont des meurtriers, hein, dans la grande majorité des cas, et M. Biden, quand il a décidé de commuer la sentence, il a dit qu'il condamnait ces meurtriers, qu'il pleurait les victimes des actes, qu'il avait de la douleur pour les familles, mais que... Et là, je cite, guidé par sa conscience et son expérience, il était plus que jamais convaincu qu'il était temps d'agir et de cesser de recourir à la peine de mort au niveau fédéral américain. Donc, c'est un débat, je ne sais pas, que M. Biden semble vouloir raviver là, à quelques instants de la fin de son mandat. Les exécutions sont quand même assez rares, hein, donc aux États-Unis. Luc, La Liberté était avec nous. Es-tu toujours là, Luc? Ça fait... Oui, je suis là. J'ai l'impression d'avoir tout dit, mais peut-être peux-tu nous emmener très rapidement dans la tête de M. Biden à un mois de la fin de son mandat? Pourquoi prend-il cette décision? Qu'en disent les familles aussi, à la limite? C'est sûr qu'il y a des gens morts de la main de ces individus. Sont-ils fâchés que la sentence a été commuée? Parle-nous un petit peu du contexte, justement, et des retombées de cette décision. Voilà, écoute, c'est le genre de décision qui va diviser, surtout qu'on a à l'opposé Donald Trump qui a dit, lui, je vais revenir à la charge et on va utiliser ou on va recourir encore plus souvent à la peine de mort pour tout ce qui va être considéré, c'est très, très large comme spectre, mais tout ce qui va être considéré comme étant un crime violent. Donc, Joe Biden, il va, lui, parce que on a discuté tous les deux dans les 2 dernières semaines du fait que son héritage était un peu ou beaucoup entaché, selon qu'on partage certaines de ses vues ou non. Mais on a dit que c'est une fin de mandat qui est difficile, c'est une fin de carrière politique qui n'est pas celle qu'il aurait espérée. Et je pense qu'il souhaitait avoir quelque chose à son actif dans le bilan des élus plus progressistes ou des Américains qui, eux, veulent, dans certains cas, être plus progressistes. Et je pense qu'il envoie un message très fort avec ça. Mais je répète, ça va diviser. Ce ne sera pas reçu très bien par tout le monde aux États-Unis. Mais comme les États-Unis sont un des rares pays encore dans les démocraties occidentales à utiliser la peine de mort, pour avoir un portrait total, bien sûr, il faut regarder chacun des États. Ce ne sont pas tous les États américains qui ont recours à la peine de mort. Ça change d'État en État. Hein. Voilà, elle est même en recul. Quand on regarde l'ensemble des États américains, elle est en recul. Il y a des endroits où on l'a enlevé, il y a des endroits où on l'a suspendu, il y a des endroits où on l'utilise, mais moins que ce qu'on avait avant comme pratique. Et là, le président américain en exercice dit,
je suis sur le point de m'en aller. On a jasé des pardons présidentiels. On a discuté de la défaite électorale. Il a laissé sa place de façon amère. Il a été beau joueur officiellement. Mais on tasse pas un gars comme Joe Biden sans bien sûr que son ego en souffre. Ce sont tous des gens ambitieux. Mais lui particulièrement rêvait de la présidence depuis très très longtemps. C'est la 3e fois qu'il s'essayait. Donc je pense que c'est une tentative en toute fin de mandat alors qu'on ne le voit plus et on ne l'entend plus. C'était une façon d'inscrire quelque chose qu'il considère être plus positif. Donc, si tu remarques d'ailleurs, si on est vraiment contre la peine de mort, il serait allé jusqu'au bout de l'aventure. Il y en avait une quarantaine dans le couloir de la mort. Il a cumulé les peines. C'est pas un pardon total, mais il a cumulé les peines. Donc, les sentences, c'est devenu la prison à vie. Mais il y en a 3 qui restent quand même dans le couloir de la mort, dont M. Tsarnaev, qui est celui qui était avec son frère responsable de l'attentat au marathon de Boston. Donc, s'il avait vraiment été, entre guillemets, 100% pur contre la peine de mort, il aurait également commué les 3 autres sentences, ce qui n'est pas le cas. Donc, je pense que c'est une tentative de dire, ben, vous êtes déjà en train de faire un bilan, puis un bilan que vous trouvez sombre, à tout le moins pour la fin. Voilà, je tente un dernier grand coup. Donc, il y a ces pardons qu'il a accordés précédemment. On avait dit que c'était un record dans une journée, c'était plus de 1500. Donc, il l'avait fait, puis il veut, je pense, entrer dans l'histoire de cette manière-là. Mais son successeur, on le connaît déjà, puis lui a dit non, moi je vais revenir à la charge et probablement plus fort, avec plus de vigueur que ce qu'on faisait auparavant. Je voulais t'entendre un peu sur cette histoire là, qui concerne encore et toujours les conséquences du fameux 6 janvier 2021. Ouais. Il y a un officier de police du district de Columbia qui a été reconnu coupable d'avoir fourni des informations à certains aux chefs de ceux qu'on appelle les Proud Boys, hein, donc ce groupe là, qui avait été notamment en partie responsable là, du saccage là, le 6 janvier 2021. Monsieur Thariot, donc ce chef des Proud Boys, a lui-même été condamné à 22 ans de prison. J'ai 2 questions pour toi. Bon, explique-nous ce dont on accuse M. Lamont, mais une fois que M. Trump arrive au pouvoir, est-ce que c'est envisageable qu'il commue, voire qu'il annule la sentence de M. Thariot, oui? Voilà, je suis content que tu me formules ça, que tu me demandes d'aller dans les 2 côtés. Ce qu'on reproche à l'officier de police, essentiellement, c'est d'avoir menti, d'avoir entravé la justice. Donc, il a été reconnu coupable essentiellement de ça. Mais il a menti, puis il a entravé la justice en mentant donc au sujet des informations qu'il a fournies aux Proud Boys sur comment on organisait les activités policières le 6 janvier 2021. Donc, c'est très grave parce qu'on sait qu'il y a eu des morts cette journée-là. On sait que ce sont des images qui ont fait le tour du monde et qui, normalement, ne devraient rien avoir de positif pour les États-Unis, qu'on attaque un des lieux principaux où se pratique la démocratie pour freiner un exercice démocratique qui était sans tâche. Donc, ce qu'on faisait le 6 janvier 2021, c'était de certifier les résultats. Ouais. C'est protocolaire plus qu'autre chose, mais on a tenté de le faire. Donc, c'est majeur ce que ce policier-là a fait. Et ça nous rappelle effectivement qu'il y a des individus, il y a eu des centaines de condamnations, plus ou moins graves. Mais quand on parle de Thariot, on est dans les accusations les plus graves. Il y a eu des peines de 15, 18 et 22 ans. C'est la sanction la plus sévère pour complot séditieux. Donc, pour ceux qui vivent encore dans un monde qui normalement devrait être le seul qui existe pour nous au quotidien, qui est la vraie vie, ce qu'il a fait, c'est un des pires crimes qu'on puisse faire contre son pays. Il y a eu procès en bonne et due forme, il y a eu condamnation. Donc, et normalement, ce gars-là devrait, s'il ne finit pas ses jours derrière les barreaux, il devrait être un octogénaire ou tout près quand il sortirait de prison. Mais pendant la campagne électorale, c'est quelque chose dont il a très peu reparlé depuis. Donald Trump a dit qu'il allait accorder un pardon à ceux qui ont été jugés pour, justement, le 6 janvier 2021. Ça devrait inquiéter tout le monde. On a discuté tous les deux d'ailleurs déjà de cette fameuse grâce présidentielle. Moi, je trouve qu'on l'a dénaturée et qu'on en abuse. Puis dans ce cas-ci, j'avais dit, M. Biden le fait, puis les républicains le font, c'est qu'on n'est plus là où on devait être avec cette pratique-là. Est-ce qu'il y a des gens qui ont cherché à renverser, à invalider une élection, donc à renverser le régime? Est-ce que ces gens-là devraient obtenir un pardon? M. Trump n'est pas allé jusque-là dans les détails ou l'absence de détails qu'il a fournis. Donc, est-ce qu'il parle de ceux qui ont été arrêtés, grosso modo, pour être entrés et ressortis du Capitole? Parce qu'il y en a pour qui ça n'a été que ça.
il y en a qui ont saccagé, il y en a qui ont fait un certain nombre de choses, mais il y a des gens qui ont pensé l'opération. Ontario est derrière les barreaux parce qu'il a pensé à l'opération, et ce sont des gens qui étaient prêts, donc armés, qui se préparaient, qui complotaient contre leur gouvernement. Donc, on ne sait pas si Donald Trump va aller jusque-là. Mais on vient de se faire rafraîchir la mémoire, donc de façon assez importante, parce que justement, on vient de condamner ce policier qui a fourni des informations. Et quand on parle de complot, donc, il y a le côté séditieux, il y a trahir sa nation, trahir le pays, mais de l'autre côté, il y a cette idée de complot organisé. Donc, et ça implique l'organisation, le complot, ça le dit en soi. Donc, est-ce que M. Trump va aller jusque-là? Moi, je voulais juste rappeler la gravité de ça, que pour un certain nombre d'Américains maintenant, ce ne soit pas grave qu'on ait tenté de faire ça. Pourtant, il y a des juges, et des juges qui ont déjà été nommés par des républicains qui ont dit, ben, c'est pas mal grave, 22 ans de prison là, pour ce qui s'est passé le 6 janvier 2021, on ne devrait pas avoir besoin d'autres preuves que c'est majeur. On termine peut-être en parlant un peu d'évolution démographique. Luc, il y a quand même du mouvement aux États-Unis. Les gens passent d'un État à l'autre, évidemment. Et puis, il y a des gagnants et des perdants dans cette mobilité, on va dire, interne. Ouais. Il y a aussi, évidemment, l'impact un peu de l'immigration qui fait que le poids démographique de chaque État n'est pas le même. Et ça, éventuellement, ça va avoir des impacts dans la sphère politique. C'est drôlement intéressant. Ces jours-ci, ce sont les républicains qui se réjouissent. Généralement, quand on parle de démographie, on dit la population américaine augmente, puis tu viens de le faire, et correctement, elle augmente beaucoup, c'est un peu le cas chez nous, en raison de l'immigration. Et pendant très longtemps, on faisait l'équation plus d'immigrants, plus de votes démocrates. On y allait simplement comme ça, puis on regardait les États où les immigrants débarquent en majorité, puis on se disait, ben s'ils ne votent pas déjà démocrates, éventuellement, c'est pas impossible qu'un État comme le Texas bascule du côté des démocrates. Dans les grandes villes du Texas, c'est déjà le cas. Mais c'est pas un État qui est essentiellement urbain. Il y a énormément de zones rurales et on vote pour les républicains dans ces zones rurales. Les données qu'on a statistiques, c'est des données qui nous laissent entrevoir à quoi vont ressembler les États-Unis en 2030. Donc, on parle de hausse démographique. Et encore là, ce qui est intéressant, c'est moins les immigrants que l'ensemble de la population américaine qui va être à la hausse. Et c'est à partir de la population d'un État qu'on fixe, par exemple, le nombre de ses représentants. Il y a 435 représentants à la Chambre. Ils sont en élection aux 2 ans. Et le nombre de représentants que vous avez, il dépend de la taille de votre État. Et il y a 2 États qui sont en croissance actuellement. Le plus important, c'est le Texas. Donc, on peut aller chercher des États comme le Texas, comme l'Arizona, comme la Floride. Si le taux de la population, si le nombre d'habitants augmente, pour les républicains, ce sont de très, très bonnes choses. Ça veut dire qu'on va avoir bientôt plus de représentants à nommer dans ces États-là. Si on en a 435 au total, puis qu'on en retrouve plus dans un État comme le Texas, ça veut dire qu'il va y en avoir moins ailleurs. Et dans les États qui risquent de perdre des électeurs, il y a des États des représentants, pardon. Il y a des États comme la Californie, il y a des États comme New York, il y a des États comme l'Illinois. Donc, qui sont un peu plus bleus, ceux-là, on va se le dire. Voilà, qui sont même dans certains cas très bleus. Et c'est doublement intéressant de regarder ça quand on regarde la composition de la Chambre maintenant, puis à partir de janvier 2025. Il va y avoir une courte majorité républicaine. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'écoute, on est dans un cycle électoral et demi, le rendu en 2030, les prochaines élections vont être en 2028. Donc, dans un cycle électoral et demi, ben, les mêmes États qu'on a là actuellement qui fournissent des représentants, on pourrait gagner un 6 ou 7 représentants de plus que ce qu'on a actuellement. Donc, c'est pas impossible que les mouvements de population, que la hausse démographique permettent, dans certains États, aux républicains de gagner encore un peu plus. Donc, c'est intéressant et c'est la raison pour laquelle je te disais, les républicains ont tout lieu de se réjouir de la hausse démographique en cours. Bien sûr, à partir du moment où on est capable de rendre ou de livrer la marchandise pour les gens de ces États-là. Donc, le Texas, on s'inquiétait qu'il bascule démocrate éventuellement.
Si ça change en 2030, qu'on hausse, ça va peut-être donner encore plus de représentants aux républicains. Ceci dit, ça présuppose, Luc, que les stratégies politiques restent les mêmes. Là, et puis, on l'a dit, Voilà. puis je ne referai pas le procès du Parti démocrate aux dernières élections, mais Ouais. un parti qui a un peu perdu là, son contact avec le peuple, avec la masse travaillante, avec les syndicats, avec les immigrants, justement, possiblement un peu sous l'influence là, d'un certain wokisme ou d'un certain élitisme. En fait, je ne vais pas refaire, mais ce n'est pas impensable qu'ils changent leur fusil d'épaule d'ici 2028-2030, qu'ils reconnectent avec cette population immigrante. Et là, il pourrait y avoir un résultat différent là, de celui que tu nous décris. Et j'ai envie de te dire, avec la population américaine en général, c'est pas que l'élection en nombre total d'électeurs soit désastreuse. M. Trump l'a emporté par à peine plus de 1% dans l'ensemble du pays. Exact. Mais ça veut dire qu'on n'est plus, ça veut dire qu'on n'est plus capable. Moi, je pense que tout est dans le ton et la manière. Je pense que les idées ou la plateforme du Parti démocrate, hormis quelques idées qu'on associe au wokisme, là, je pense qu'on a les idées pour aller chercher les gens de la classe moyenne, les gens les plus démunis, les plus pauvres aux États-Unis. Mais on semble plus être en mesure de leur parler. Ça veut dire qu'il y en a des millions qui sont restés sur leur fauteuil comparativement à 2020. Et si on change pas la recette, tu as tout à fait raison de le dire. Moi, je pense qu'on doit se trouver de meilleurs porteurs de ballon, de meilleurs porte-parole. Il semble que M. Biden et Mme Harris, ça ne faisait plus le travail. Ça, c'est facile pour moi de le dire. C'est une autre paire de manches que de trouver à qui on donne le ballon pour le porter dans la zone des buts. On a un peu de temps chez les démocrates encore quand même pour faire cette recherche. Un peu plus de temps que pour le Parti libéral du Canada, par exemple. Je peux-tu te voler une dernière minute? On se compare, on se console. Oui, vas-y, bien sûr. J'ai envie, bon, c'est Noël, bon, je sais pas si c'est trop glauque, mais je suis avec une fascination un peu délirante, là, cette histoire du procès à venir de Luigi Mangione, qui est accusé d'avoir assassiné, le PDG de United Healthcare aux États-Unis. Écoute, je lis plein de choses. J'aimerais entendre ton point de vue là-dessus. Le jeune homme, plaide non coupable, alors que bon, ça se peut, mais il me semble que, tu sais, on a vu les vidéos, mais c'était prévisible. Oui, mais et là, on le voit souriant, tu sais, il se balade, tu sais, le photo-op avec les gardes de sécurité, tu sais, c'est comme, il y a comme une fabrication presque hollywoodienne là, de ce personnage. À quoi joue-t-il? J'aimerais comprendre, là, c'est quoi la stratégie derrière ça, selon toi, Luc? Ben, écoute, dans un procès, il y a une part qui est de la négociation. Donc, je m'attendais à ce qu'ils disent non coupable tant aussi longtemps qu'on n'a pas fait le procès puis qu'on n'a pas vu, bien sûr, l'ensemble de la preuve. Je pense que pour le reste, il y a peut-être un peu, malheureusement, de ce qu'on appelle chez les politiciens des photo-ops ou des cues, des cotes, des éléments qu'on va chercher. Puis, il est loin d'être bête et naïf, le Mangione. Je pense qu'il a bien vu l'onde de choc aux États-Unis. Mais le nombre de gens qui en ont contre les profits faramineux que font M. Thompson et les autres dans l'industrie pharmaceutique. Moi, de ce procès-là, ce qui va me fasciner le plus, il y a le personnage, bien sûr, mais au-delà de ça, moi, ce qui va me fasciner, c'est est-ce que c'est le dernier qu'on voit faire ça? Et est-ce que ce n'est qu'un coup pour lequel, finalement, les Américains sont prêts à se lever, pour lequel on dit c'est un héros, il a bien fait parce qu'on en a assez d'être exploité? Est-ce que c'est juste éphémère? Est-ce que c'est la saveur du mois? Ou s'il n'y aura pas un mouvement de fond que pourront éventuellement exploiter d'autres politiciens pour dire ceux qui voulaient nettoyer le marécage à Washington, M. Trump était un de ceux-là. L'industrie pharmaceutique, elle est très proche des politiciens, elle est très proche des législateurs. Et si on peut aller aussi loin, c'est que dans la couverture de soins de santé aux États-Unis, ça aussi, on en a déjà parlé, il y a des trous qui sont majeurs, entre autres, ce qu'on a vu avec les profits des pharmaceutiques. Donc, est-ce qu'on va être capable de miser, de tabler là-dessus? Est-ce que c'est une vague de fond? Ou si on n'a pas, comme tu l'as dit, quelque chose d'un peu hollywoodien, on a trouvé une bonne vedette, on a trouvé un bon casting pour quelqu'un de qui on dit, ben finalement, il y en a quelques-uns comme ça, des héros tristes ou sombres dans l'histoire américaine. Donc, est-ce qu'on n'est pas fasciné par la personne ou si c'est un mouvement de fond? Je t'avoue que moi, c'est ce qui va m'intéresser le plus dans ce procès-là, qui me fascine, je pense, tout comme toi. Mais j'espérais un mouvement de fond pour dire si en démocratie,
l'idée, c'est quand même de prendre soin du plus de gens possible. C'est pour ça qu'on veut une représentation large en démocratie. Je pense que le système américain, bien avant Trump, s'était éloigné de ça. Donc, est-ce qu'on a quelque chose pour influencer, pour rétrécir un peu ces écarts, améliorer les couvertures? Peut-être mon souhait de Noël, finalement, pour nos voisins américains. Bon, je ne vois pas d'arbre de Noël derrière toi, Luc. J'espère que quand on tourne la caméra, il y a tout un décor à l'étage au-dessus. À l'étage au-dessus. Parfait. Je t'en souhaite... J'ai des enfants devant les cadeaux. Je sais que tu dois en avoir au moins un à la maison qui attend impatiemment. Effectivement. Donc, je te souhaite aussi un joyeux Noël. Luc, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures en territoire américain. À tout le monde à la station. Joyeux Noël, téléspectateurs, téléspectatrices aussi. Bye. Merci. Bye.